Matrebeau, bonjour. Bonjour. Nous sommes heureux de vous recevoir dans le cadre de la chaîne Antithèse. Pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter succinctement? Alors, Matrebeau, j'ai 39 ans, j'habite à Grangette, je suis pilote de motocross freestyle professionnel depuis plus de 20 ans. Je suis marié à Floriane, ma femme, et on a 2 enfants, un de 2 ans et un de 4 ans. Puis alors, vous avez atteint les sommets de votre discipline, hein, vous avez été champion du monde. Racontez-nous un peu peut-être le parcours. Qu'est-ce qui vous a motivé finalement, enfant, à faire de la moto? Alors du coup, pour moi, la moto, c'est vraiment un sport familial. Mon grand-père faisait du motocross, mon père en a fait. Et moi, naturellement, j'ai suivi le chemin. J'ai reçu ma première moto à l'âge de 4 ans. J'ai commencé par faire du motocross. J'ai fait les championnats suisses, les championnats d'Europe, championnats du monde de motocross. Et puis, aux alentours de vers 16 ans, j'ai eu le déclic pour me lancer dans la discipline du freestyle, donc qui est que les sauts et faire des figures avec la moto. Je crois que c'est venu assez naturellement. Depuis tout petit, j'ai toujours aimé m'amuser sur la moto, à lâcher la main, lâcher les pieds, et toujours essayer de faire un whip, donc pocher la moto dans les airs. Et puis, j'ai toujours été fort dans les sauts et pas très bon dans les virages. Donc, cette discipline est arrivée assez naturellement. J'ai commencé par le championnat du monde en Europe. Et puis, en 2005, je suis parti vivre aux États-Unis. Et puis, rouler aux États-Unis, où c'est là que tous les meilleurs pilotes sont et que le business se passe. Et puis, je suis parti aux États-Unis sans vouloir revenir. Disons que c'était mon rêve. Je voulais habiter aux États-Unis parce que je voyais les États-Unis, le pays parfait où il y a les pistes de cross, où rien n'est interdit, où on est libre. Et puis après quelques temps, je me suis rendu compte en fait que je ne pouvais pas me passer de la Suisse, et puis que la Suisse était mon pays, que j'avais la mentalité suisse, on va dire, et puis que je ne pouvais pas vivre ailleurs. Donc je suis revenu là, et puis voilà. Parce que finalement, effectivement, la moto freestyle, exactement, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas un peu ce milieu? Donc en fait, le motocross freestyle, c'est les sauts à moto où on doit faire des figures, et on a des juges qui nous notent, comme en patinage artistique, qui nous notent sur l'amplitude, la difficulté, la fluidité, la variation. Et puis, il y a un classement à la fin, et voilà. Voilà, et qu'est-ce qui vous passionne, si vous pouviez décrire un peu ce que vous ressentez quand vous faites cette discipline? Alors, vous parliez que c'est assez naturel, effectivement, pour vous, mais c'est venu naturellement, mais qu'est-ce qui vous passionne dans ce... Moi, ce qui me passionne, j'adore faire de la moto, j'adore faire des sauts, les sensations quand on est dans les airs et tout. Je suis aussi très compétiteur, donc j'aime la compétition et puis j'aime me surpasser pour battre les autres. Donc le mix, ça fait que je me suis épanoui dans mon sport. Puis alors, c'est un sport effectivement essentiellement américain. Enfin, en tout cas, ça s'est beaucoup développé aux États-Unis. Alors, le sport motorisé est très populaire aux États-Unis. Du coup, on peut voir comme les X Games, qui est une grosse compétition aux États-Unis. C'est un peu comme la Coupe du Monde de foot chez nous. Tout le monde regarde ça, tout le monde est au courant. C'est comme ça que ça se passe aux États-Unis. Enfin, ils ont une culture qui est beaucoup plus motorisée que chez nous, où peu de gens connaissent ce que c'est les X Games, et puis où je ne suis pas très connu chez nous, ce qui m'arrange aussi. Puis qu'est-ce que ça représente un peu en termes de capacité, ce sport? Est-ce que c'est très populaire en Europe, ou est-ce que c'est essentiellement concentré aux États-Unis? Est-ce que vous parlez un peu de ce milieu? C'est spécialement concentré aux États-Unis, ça vient de chez nous aussi de plus en plus. Après, il y a quand même le Supercross de Genève qui est très populaire chez nous. Après, il n'y a pas de grosses compétitions en Suisse. Il n'y a pas de terrain d'entraînement ouvert à tout le monde pour la pratique de la moto en Suisse. Donc, c'est assez compliqué. Mais après, c'est de là que je viens. Et puis je ne me pose pas plus de questions que ça. Puis justement, quand on est suisse, c'est quand même difficile de se dire on va devenir champion du monde de cette discipline, j'imagine. Oui, c'est assez rigolo. Quand j'étais à l'école, bon, ça c'est normal, je pense que ce n'est pas spécifique à la Suisse, mais quand j'étais à l'école, quand ma maîtresse me demandait ce que je voulais faire, je dis je veux faire pilote de moto, je veux être champion du monde. Puis elle me disait mais c'est pas un métier, il faudra que tu trouves autre chose. Et puis c'est marrant que quelques années plus tard, j'ai réussi
à lui démontrer que c'est mon métier et puis que j'ai été champion du monde. Mais après, c'est normal qu'elle me dise qu'il faut que je cherche autre chose. Mais après, oui, c'est aussi marrant de voir les gens qui me demandent « Ah, mais tu fais que ça, c'est ton métier ». Les gens sont surpris que faire des sauts en moto, ce soit mon métier. Mais voilà. Et parce que la Suisse, effectivement, est plus connue pour le ski ou pour le tennis ou le football ou le hockey sur glace. Mais quand on fait des sports un peu différents comme le motocross ou d'autres, c'est difficile aussi de se dire on va en vivre. Ou comment ça se passe au début? Est-ce qu'il faut des soutiens? Est-ce que... Après, pour moi, ça s'est fait très naturellement. J'ai eu de la chance que mes parents étaient derrière moi depuis le début, qui m'ont aidé pour m'entraîner à faire les courses. Et puis, j'ai eu de la chance que ça a marché, que j'ai eu des résultats assez rapidement. Et puis après, c'est parti. Les sponsors nous aident. Et puis on a des soutiens d'autres de personnes qui nous permettent de vivre et puis de faire plus que ça. Puis en Suisse, alors en aparté, vous nous parliez des lois suisses qui sont parfois compliquées pour les sports motorisés. Oui, alors c'est sûr qu'en Suisse, c'est vraiment très, très difficile. On est livré à soi-même si on veut pratiquer ce sport et puis progresser. C'est sûr que je suis très jaloux des footballeurs où on leur met à disposition le terrain, on leur tend la pelouse, et le soir, on leur met même la lumière pour qu'ils puissent jouer le soir. Donc, quand on fait un sport motorisé en Suisse, c'est vraiment beaucoup plus compliqué. Mais bon, ma foi, c'est le sport que j'aime. Et puis, et voilà. Et j'imagine qu'il faut être un peu technicien aussi. Si un jeune veut se lancer dans le sport motorisé, il faut, j'imagine, un peu toucher l'huile de moteur, un peu arriver à être... Ouais, alors c'est sûr que ça fait partie du sport. Il faut régler la moto maintenant. Avec les motos modernes, il n'y a plus beaucoup d'huile, les mains sales, mais surtout maintenant que je roule en moto électrique, donc il n'y a plus du tout ce problème. Mais disons qu'il faut régler les suspensions, bien régler la moto pour son pilotage et puis ce qu'on veut faire avec. Donc il y a aussi tout un aspect technique. Puis il faut un certain budget pour acheter la moto, pour aussi la transporter sur les circuits ou sur les pistes. Voilà, c'est sûr que c'est un sport qui est assez onéreux dès le départ, mais alors c'est un sport qui est onéreux, mais on va dire beaucoup moins que la voiture. C'est ça, le karting par exemple ou... Après, tout sport motorisé, du coup, est quand même cher. Il faut avoir un van pour pouvoir transporter la moto sur les pistes. Il n'y a pas de pistes, peu de pistes en Suisse, donc il faut souvent se déplacer à l'étranger pour pouvoir s'entraîner. Donc c'est sûr que c'est assez compliqué, mais c'est faisable. Parce que c'est vrai que tous ces sportifs, alors Thomas Luthier ou d'autres, même en automobile, j'ai l'impression qu'ils viennent tous de familles de pilotes ou de garagistes qui sont déjà impliqués dans ce milieu. Donc il y a quand même, c'est quand même une tendance. Pour le motocross ou tous les sports motorisés, pour devenir un grand pilote, il faut commencer très tôt. Et puis il n'y a pas de miracle, il faut que les parents soient derrière et puis qu'ils aident tout le processus. Mais après, c'est aussi ça qui est sympa. J'ai vécu des choses extraordinaires avec mon père, on est très proches. Et puis c'est aussi quelque chose de génial d'avoir pu voyager aux quatre coins du monde avec mon père, de passer autant de temps que ça, alors que je ne l'aurais jamais fait sans la moto. Puis alors vous parliez de sponsors. Finalement, effectivement, dans ce milieu, c'est très important d'avoir des sponsors. Quelle est la relation aux sponsors que vous avez ou quand on est champion dans cette discipline, quelle est la relation qu'on peut avoir avec ces sponsors? Alors oui, ça c'est aussi une partie de mon travail, du coup, d'avoir des sponsors qui sont derrière nous. J'ai vraiment de la chance d'avoir Red Bull qui me suit et qui m'aide dans mes aventures. Donc c'est vraiment génial et je suis très fier de promouvoir cette marque. Et puis j'ai de la chance que j'ai beaucoup de sponsors qui m'ont suivi tout au long de ma carrière. Après, c'est sûr que quand je suis parti aux États-Unis, c'était marrant. Les sponsors ne veulent pas discuter avec l'athlète, il faut avoir un agent. Donc, je n'avais pas d'agent avant de partir, mais j'ai dû me trouver un agent. Et puis, la première chose que mon agent m'a demandé, c'était le nom de mon avocat. Alors, du coup, je n'avais pas non plus d'avocat. C'est là qu'on voit aussi qu'il y a vraiment toute une autre relation. Mais après, c'était cool. Aux États-Unis, j'ai eu des sponsors souvent, c'est d'année en année.
où j'ai des sponsors qui m'ont suivi que pendant une année, où c'était vraiment le logo et puis contre une contrepartie contre de l'argent. Mais aussi, j'ai eu des autres sponsors comme Red Bull qui sont là pour t'aider, pour te faire progresser, et puis qui ont vraiment un soutien sur l'entraînement. Red Bull, justement, a été parfois critiqué pour son sponsoring, pardon, et notamment dans le fait qu'il pousserait certains athlètes à dépasser les limites et que ça serait dangereux. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Alors c'est sûr que moi, l'ayant vécu de l'intérieur, je trouve ça faux en fait. Ce qui est vraiment cool avec Red Bull, c'est qu'il t'aide à accomplir tes rêves ou tes projets. C'est ça qui est génial. Et puis, il contrôle justement que tu ne fasses pas n'importe quoi et que tu le fasses dans de bonnes conditions. J'ai eu la chance de pouvoir faire un clip vidéo justement avec Red Bull sur la neige, parce que c'était un rêve que j'avais depuis tout petit. Chaque fois quand on allait skier en montagne, je me disais, mais ça serait vraiment cool de pouvoir rouler en moto sur ces bosses et sur cette neige. Et sans Red Bull, ça aurait été un rêve impossible à réaliser. Donc là, ce qui était cool, ils m'ont aidé à trouver la place. J'ai pu discuter avec des professionnels pour avoir la neige dans de bonnes conditions, que ce soit suffisamment dur pour que je puisse rouler dessus, que les sauts soient adaptés à la moto. Et puis on a pu faire tout le projet justement dans de bonnes conditions et en sécurité, où sans Red Bull, j'aurais pas pu être aussi professionnel. J'aurais certainement, moi, été dans la neige, faire des chutes parce que la neige n'était pas de bonnes conditions et tout. Tandis que là, on l'a vraiment fait professionnellement et en de bonnes conditions. Et puis, alors oui, c'est sûr qu'il se faut critiquer sur la prise de risque, mais donc, je faisais de la moto avant que Red Bull, que je sois sponsorisé à Red Bull. J'aurais fait aussi de la moto sans Red Bull, donc ça n'aurait pas changé. Ce qui est cool, c'est que là, ils sont derrière moi et puis ils contrôlent ce que je fais et puis ils m'aident à être meilleur. Et financièrement, qu'est-ce que ça représente d'être financé par Red Bull quand on est un sportif de haut niveau comme vous l'êtes? Alors, surtout en période Covid, ça représente beaucoup. C'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait articuler... Non, alors pour ça, je suis un bon Suisse, je ne vais pas parler d'argent, pas de montant. Ce n'est pas comme aux États-Unis où souvent quand tu gagnes la compétition, tu as un gros chèque avec le montant ce que tu as gagné. En Suisse, ça se fait pas. Mais disons que c'est sûr que ce qui est vraiment cool avec Red Bull, c'est que tu as on va dire un certain minimum pour... que tu sais un peu dans quelle direction tu vas. Après, c'est ce qui est dur quand tu es un athlète professionnel, c'est que tu gagnes sur les compétitions que tu fais, les shows que tu fais. Et puis au début de l'année, si tu ne sais pas si tu vas être en forme sur l'année. Donc, on va dire ma fiche de salaire a beaucoup de up and down. C'est variable selon les compétitions. Suivant si je me blesse, si je roule bien. Après, souvent, les grosses compétitions, c'était aux États-Unis. Et puis souvent, le premier gagne le double du deuxième. Et puis, donc, du coup, ça peut faire des grosses différences. Donc, on va dire, si tu gagnes bien. Et puis, si tu fais deuxième, tu gagnes moins bien. Mais est-ce qu'il y a autant d'argent que dans le tennis, par exemple, ou dans ces sports-là? Non, il n'y a pas autant d'argent que dans le tennis. Mais disons qu'il y a suffisamment pour vivre. Et puis, la chance que j'ai, la grosse fortune que j'ai, c'est que je vis de ma passion et je me réveille tous les jours pour faire ce que j'aime. Et ça, j'imagine qu'il n'y en a peut-être pas beaucoup quand même dans ce milieu-là, dans la moto, qui peuvent faire cela et vivre de leur passion. J'imagine qu'il faut arriver à un certain niveau quand même pour en vivre, quoi. C'est sûr que c'est difficile. Il faut trouver les bons partenaires, il faut faire les résultats, il faut être connu et puis pour que ça joue. Puis alors, justement, vous êtes arrivé au sommet de votre discipline. Comment ça se passe? Quelles sont les étapes finalement qu'il faut passer pour y arriver? Est-ce que vous avez une histoire particulière par rapport à votre parcours aux États-Unis et comment ça s'est fait concrètement? Alors, ça s'est fait assez naturellement en fait. J'ai toujours rêvé de partir aux États-Unis et de rouler là-bas. Depuis tout petit, j'ai regardé des vidéos des pistes aux États-Unis. Après, j'ai eu un bon niveau en Suisse. Mon parcours, c'est du coup, j'ai fait un apprentissage de polymécanicien parce que mes parents voulaient que j'aie un CFC avant de faire que de la moto. Donc ça, c'était dur parce que j'avais beaucoup de copains
qui après l'école obligatoire, faisait, même déjà pendant l'école, faisait que de la moto et puis pouvait s'entraîner. Et puis, non, mes parents ils voulaient que j'ai un CFC, donc j'ai fait le parcours assez normal d'un Suisse. Et puis, dès que j'ai eu mon CFC en poche, j'ai fait plus que de la moto. Et je crois que ça m'a pénalisé jusqu'à 18 ans parce que du coup, j'avais un travail et puis je devais étudier. Mais après, je pense que c'était une super bonne expérience parce que du coup, j'avais l'expérience du travail et puis la motivation de bosser fort dans mon sport pour pas retourner en arrière et puis pas devoir travailler. Donc, je crois que ça m'a vraiment donné, on va dire, un coup de pied au cul pour que ça joue. Et puis, j'ai travaillé plus dur, je crois, justement, une fois que j'étais professionnel pour y arriver. Et puis, après, c'était un rêve, donc c'était juste, c'était dur, mais ça s'est fait assez facilement. Quand je suis parti aux États-Unis, tout le monde me disait que j'allais pas y arriver parce que les pistes étaient plus dures et puis que le niveau était plus haut. Alors c'est sûr que les sauts étaient plus gros, que les pilotes avaient un meilleur niveau, mais disons que je vivais mon rêve, donc j'y suis arrivé. Puis ça représente quoi en termes d'entraînement par jour? Enfin, vous entraîniez 8 heures par jour pendant 6 jours par semaine. Tu peux pas t'entraîner 8 heures par jour à fond. Mais disons que c'était une époque où j'avais pas de famille. J'étais aux États-Unis dans un autre pays, donc toute ma vie était consacrée à la moto. Je mangeais moto, je dormais moto et je me réveillais le matin pour faire de la moto. Donc c'était cool. Et puis aussi d'être à l'écart de toutes les distractions. C'était, je pense, aussi ça qui m'a permis de vraiment progresser fort. J'ai toujours eu mon père, parce que mon père était sur toutes les compétitions, venait là pour préparer la moto et tout. Donc, j'avais de toute façon le soutien de mes parents. Et puis, toute ma vie était consacrée à la moto. Et puis, comment vous abordez l'aspect psychologique, finalement, du sport? Parce que toutes les disciplines sportives ont un aspect psychologique important. Comment vous avez abordé cette question? Comment vous avez géré l'aspect mental? Red Bull m'a beaucoup aidé pour ça. Donc, en fait, Red Bull a un centre d'entraînement en Autriche avec justement des psychologues du sport qui te suivent et puis juste pour l'histoire, chaque athlète Red Bull doit passer des tests en fait avant d'avoir le casque Red Bull. Pendant une année, on appelle ça Friends of Red Bull, et puis tu dois gagner ton casque. Et puis pour gagner ton casque, tu dois justement soit gagner une compétition, faire quelque chose un bon résultat. Et puis, pendant cette année, tu pars en Autriche où tu fais justement des tests où ils testent le physique et aussi le mental. Et puis là, du coup, j'ai eu la chance d'avoir une psychologue du sport qui m'a suivi et puis qui m'a énormément aidé à gérer la pression, gérer le stress. On a un sport à risque quand même, vu qu'on a beaucoup de vitesse, beaucoup d'auteur à gérer tout ça. Et puis, du coup, j'ai appris à être à 100% de mes capacités à un moment précis. Puis comment vous faites justement? Est-ce que vous avez des techniques, Ouais, comme ma femme, elle dit tout le temps, t'as fait tes Saramadec. J'ai un mode que je me mets pour justement les compétitions ou les événements. Puis quand je roule, j'ai un espèce de petit rituel qui met mon cerveau en mode roulage. Parce que j'imagine qu'il peut y avoir une certaine crainte avant c'est très impressionnant, les sauts, les figures. Il faut. Il faut avoir peur au début. Non, il ne faut pas avoir peur, mais en fait, ça peut être ton pire ennemi, mais ça peut être ton meilleur ami, en fait. C'est ton assurance d'avoir peur. Et puis, il faut juste réussir à le gérer, à savoir que si elle est trop grosse, il faut arrêter. Et puis justement, c'est un mix entre la confiance en soi, la peur, l'amusement, la concentration. Et puis, il faut avoir le bon pourcentage de chaque émotion pour pouvoir arriver à son meilleur niveau. J'imagine que c'est un équilibre assez difficile à trouver comme ça. Il peut y avoir des... C'est un équilibre difficile. C'est pas pour tout le monde le même. Donc, en fait, c'est pas ce qui marche pour moi va peut-être pas marcher pour un autre pilote. Et puis, c'est de l'apprentissage. Après, quand tu fais tous les week-ends, tu roules, quand tu as tous les week-ends des compétitions, tu commences à te connaître, tu sais dans quel mode tu es
t'es le bon. Après, d'être trop confiant, c'est pas bien. D'avoir trop peur, c'est pas bien. Il faut juste trouver son bon milieu. Puis c'est là que justement le psychologue du sport t'aide énormément. Et je suis des fois surpris de voir qu'il y a peu... dans le sport en Suisse, il y a peu de gens qui suivent un psychologue, malheureusement. Et puis j'imagine que voilà, vous parliez de connaissance de soi, de confiance. Qu'est-ce que le sport, qu'est-ce que cette discipline-là, tout ce travail sur votre mental vous a appris sur vous-même finalement? Après, ça, c'est la vie. On l'apprend chaque jour. Puis je continue à apprendre. Maintenant, j'ai des enfants, j'apprends d'autres choses. Je vois la vie différemment. Et puis du coup, c'est un éternel recommencement. Parce que quand tout est fait pour rouler, puis que tu vis pour la moto, tu penses de cette direction. Puis quand tu as une famille, des enfants, tu penses différemment. Tu as d'autres peurs. Et puis du coup, il faut justement tout réadapter. Et puis tu roules différemment, c'est sûr. On me pose souvent la question que si je roule différemment depuis que j'ai une famille, c'est sûr, parce que je suis une autre personne maintenant que j'ai une femme et des enfants. Donc c'est juste une évolution. Et puis voilà. Après, c'est aussi ça qui est cool, parce que autrement, ça serait un peu ennuyeux si au bout d'un moment on avait fait le tour. Donc là, il y a toujours d'autres choses à apprendre et à travailler. Et puis bien sûr, il y a les blessures qui peuvent arriver lorsqu'on fait ce genre de sport, enfin de tous les sports de manière générale. Donc vous avez vous-même vécu des phases de blessures. Comment on les vit et comment ça se passe pour rebondir Ma foi, la blessure fait partie du sport. C'est sûr que je me suis aussi beaucoup blessé. J'ai pris beaucoup de risques aussi dans ma carrière. Mais voilà, après, je pense que quand tu es sportif de haut niveau, tu dois tout le temps travailler pour résoudre les problèmes que tu as. Et puis, une blessure, c'est un nouveau problème qui arrive. Et puis tu bosses pour l'effacer. Est-ce que vous êtes dit parfois qu'il faudrait que vous arrêtiez parce que c'était trop grave, ou que vous avez eu des doutes quant à la poursuite de votre carrière? Non. Jamais. Jamais. Non. Après, c'est une passion, c'est mon sport et c'est mon métier. Après, du coup, c'est sûr que je me suis posé la question, mais je sais qu'il faut que je fasse de la moto et qu'il faut que je fasse ça pour être heureux. Donc ça fait partie de moi. Et puis ça, c'est plus... j'ai de la chance d'avoir une femme qui est d'accord avec ça et puis qui me laisse faire mes folies. Et la vie de sportif de haut niveau, finalement, c'est aussi assez court dans la vie d'une personne. C'est jusqu'à 30, 35 ans qu'on est vraiment au maximum. Ouais, je suis une exception. Après, disons que j'ai beaucoup de chance parce que j'ai commencé très jeune. Du coup, le week-end passé, j'étais à Paris pour le Supercross de Paris. Et puis c'est marrant, puis j'ai fait le premier, j'avais 17 ans, j'étais un des plus jeunes. Et puis là, je l'ai fait à 39 ans, j'étais le plus vieux. Donc vous n'avez pas encore atteint cette transition finalement où on passe à une autre phase de sa carrière, quoi. Vous êtes encore dans le... Est-ce que ça vous fait peur, cette transition? Non, ça me fait pas peur. Je sais qu'elle va arriver. Après, le seul truc, c'est que j'ai de la chance que ça marche, que j'ai toujours du plaisir à faire de la moto, et puis que j'ai vraiment une vie de rêve en faisant ça. Donc pourquoi arrêter à cause de l'âge? Mais c'est sûr que je suis plus le petit jeune qui monte, et puis j'ai déjà commencé un peu à changer mon mode de vie. Maintenant, je reste en Europe. J'ai plus ou moins le deal que j'ai avec ma femme, c'est que le week-end je peux être loin, mais du lundi au vendredi je suis à la maison avec eux. Puis c'est aussi ce que je veux. J'aurais plus envie de partir aux États-Unis. J'ai eu de la chance de pouvoir vivre tout ça, où je vivais dans 2 sacs de voyage, où ça c'était ma maison. Plus ou moins, des fois je partais pour 4 mois de voyage sans rentrer à la maison. Donc c'est une période que j'aimerais plus avoir. C'est difficile aussi à vivre, effectivement, d'être comme ça nomade. C'est cool, c'est un rêve, j'ai adoré le faire, mais c'est pas une vie. Et
L'hygiène, effectivement, pour un sportif de haut niveau est aussi importante, l'hygiène de vie de manière générale. On parle beaucoup de sportifs qui font des diètes ou qui sont dans des régimes assez stricts. Est-ce que pour la motocross, moto freestyle, c'est aussi nécessaire? Il faudrait, mais je n'ai jamais été très fort là-dedans. Non, alors c'est sûr qu'il faut avoir quand même une bonne hygiène de vie, spécialement aussi durant les compétitions. À l'époque, quand j'étais tous les week-ends en compétition, il faut vraiment faire attention parce que le corps se fatigue vite et puis il faut lui donner du temps à récupérer. Mais disons que maintenant, je suis, on va dire, au pré-retraite. Je ne fais pas plus attention que ça à ce que je mange ni ce que je bois, donc c'est cool. Puis alors, vous roulez en moto électrique. Et ça, c'est un peu une spécificité. Vous êtes le seul en Europe, voire au monde maintenant, qui roule en moto électrique. Quelle a été votre décision, qu'est-ce qui a motivé votre choix de passer en électrique? Ce qui est vraiment cool, c'est que je crois en cette mobilité électrique. Je suis persuadé que c'est le futur et c'est là qu'il faut qu'on se dirige. Spécialement aussi, le gros aspect positif pour moi, c'est en étant pilote, en m'entraînant en Suisse, c'est beaucoup plus facile de pouvoir s'entraîner. Je peux rouler maintenant le dimanche, je peux rouler l'été, je peux rouler le soir sans déranger personne. Donc c'est vraiment cool. Et puis pour moi, c'était un bon challenge de prendre cette moto électrique et de prouver qu'on pouvait faire les mêmes figures, les mêmes sauts et que c'est tout aussi fun qu'une moto normale. Alors, il y a ceux qui sont pour et ceux qui sont contre, mais moi, je suis persuadé que c'est la solution et que c'est notre futur. Et ça va, je pense, sauver notre sport parce que c'est le gros problème pour un athlète de motocross, c'est de trouver des pistes d'entraînement qui sont vers le week-end. Et puis les pistes ferment les unes après les autres. On peut le voir aussi en Italie ou en France, à l'étranger, les gens se plaignent du bruit. Et du coup, avec la moto électrique, on pourrait avoir un terrain d'entraînement à côté des villes ou même dans les villes, à l'intérieur. Et puis, ça nous ouvre énormément de possibilités. Et pour l'instant, il n'y a pas de catégorie spécifique pour rouler en électrique comme il peut y avoir pour le sport automobile. C'est vraiment, vous êtes tous mélangés, quelle que soit la motorisation, finalement. Voilà, pour le moment, il n'y a pas encore de catégorie en électrique. Ça va venir, mais pour l'instant, on est mélangé avec les autres. Et puis, c'était aussi un bon challenge. J'ai été le premier pilote à rouler avec une moto électrique au championnat du monde FIM, donc de la Fédération internationale. Donc c'était cool à faire ça. Et puis, c'était cool de découvrir cette nouvelle technologie, les nouvelles réactions que la moto est là. Et puis, ouais, j'y crois, je suis persuadé que c'est la bonne direction. Parce qu'effectivement, l'électrique est souvent assez critiqué en tant que technologie. On sait qu'il y a des externalités écologiques, surtout dans les pays où les composantes sont fabriquées. Finalement, qu'est-ce que vous en pensez de ces critiques? Est-ce que ça vous semble quand même pertinent ou est-ce que c'est... Alors, on pourrait en discuter des heures et des heures. C'est sûr que je me suis pas mal renseigné. Et c'est la seule solution qu'on a pour le futur. De toute façon, on ne peut pas continuer avec le moteur explosion. Alors c'est sûr qu'il y a aussi des trucs négatifs, mais quand on compare le moteur explosion et le moteur électrique est vraiment supérieur, que ça soit en énergie qu'elle utilise, en durabilité. Un moteur électrique a vraiment une longueur de vie plus grande qu'un moteur normal. Il n'y a pas de vidange à faire, il n'y a pas d'entretien sur le moteur. Et c'est vraiment la technologie que je pense qu'il faut qu'on prenne. Mais après, c'est sûr qu'on peut aller dans tous les détails, on pourrait en discuter des heures et des heures, mais c'est moi ce que je pense qu'il faut qu'on se dirige. Est-ce que vous avez essayé aussi d'autres technologies? Je ne sais pas si ça existe peut-être pour la moto, le biogaz, le gaz naturel ou même l'hydrogène. Est-ce que c'est des choses qui sont étudiées ou qui existent? Alors l'hydrogène, ça serait le rêve, mais ça n'existe pas encore. Mais c'est sûr que l'hydrogène, je serais très intéressé à essayer l'hydrogène. Mais après, ça n'existe pas pour le moment et la technologie n'est pas encore au point pour pouvoir faire des sauts de 23 mètres de haut avec un moteur en hydrogène. Je pense que ça serait un peu dangereux, la réception.
Mais est-ce que du coup, vous faites des partenariats avec des marques de motos qui développent l'électrique ou comment ça se passe Voilà, J'imagine que vous êtes un maintenant, ambassadeur aussi pour ça. voilà, ouais. Maintenant, j'ai un partenariat avec une marque qui s'appelle Stark, vraiment une start-up dans le monde de la moto électrique. Et je suis persuadé qu'on va révolutionner la moto. Puis alors, autre sujet peut-être, vous êtes champion, vous avez été un des meilleurs de votre discipline. Qu'est-ce que ça représente, cette figure du sportif de haut niveau? Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous avez vécu en fait le fait d'être le meilleur dans votre discipline? Est-ce que ça vous a attiré voilà, plutôt un aspect positif? Est-ce qu'il y a eu des points négatifs aussi d'être comme ça dans la lumière? Comment vous avez vécu en fait ce statut? C'était cool. Enfin, après, quand tu réalises ton rêve d'enfant d'être champion dans ton sport, c'est vraiment cool. Après, c'est sûr qu'il y a des côtés négatifs. Il faut faire attention à pas mal de choses. Il y a aussi beaucoup de gens qui tournent autour. Et puis, comme dans tout, il y a des bonnes et des mauvaises personnes. Mais après, ce qui est cool, c'est que en Suisse, j'ai jamais été très populaire. Donc, c'était toujours assez cool, ça me faisait rire. Souvent, on me reconnaissait à l'aéroport à Los Angeles, mais dès que j'arrivais à l'aéroport en Suisse, il n'y avait plus personne qui me reconnaissait, puis je vivais assez normalement. Mais après, je crois aussi c'est les gens, même si tout d'un coup les gens ils me connaissaient, je suis un gars de la région, tout le monde se connaît dans la région, donc il n'y a pas... Ils savent que je fais un sport. Et puis voilà, mais ça ne change pas grand-chose pour eux. Donc, je n'ai pas eu de gros changements dans ma vie en Suisse. Parce que c'est vrai que certains sportifs deviennent un peu des icônes populaires, etc. Et donc, ça implique une certaine responsabilité en termes d'image. Mais ça, effectivement, vous ne l'avez peut-être pas forcément connu en Suisse, quoi. Oui, après, il faut quand même, surtout quand tu as des sponsors qui sont derrière, qui sont associés à mon nom, il y a toute une image qu'il faut faire attention. Et puis, c'est sûr que dès que tu fais une bêtise, les gens sont tout contents de le signaler et de le souligner. Mais ma foi, voilà, après, faut vivre avec, ça fait partie de mon métier. Et puis voilà, mais il faut, je crois que j'ai eu de la chance, j'en ai profité. Et puis je ne l'ai pas mal vécu. Qu'est-ce que vous pensez peut-être de manière plus générale de ces figures de sportifs qui gagnent des millions, etc. Qu'est-ce que ça vous inspire finalement? Alors dans votre sport, c'est peut-être moins flagrant en Suisse, mais que des sportifs comme ça puissent être portés au nu et gagner des millions, qu'est-ce que ça vous inspire? Voilà, c'est la vie, c'est cool pour eux. Après, chaque personne a toujours envie de gagner plus. Donc, quand on a un sportif et puis que ça marche bien, puis qu'on gagne bien sa vie, on peut pas dire non, c'est cool. Il faut profiter. C'est ça, mais finalement, ouais, c'est une question aussi. Il y a beaucoup de gens trouvent que c'est finalement. Est-ce que c'est juste qu'une personne gagne autant en faisant du sport Oui, alors après, c'est sûr que j'ai aussi eu des critiques, mais après, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que, comme on le disait avant, une carrière de sportif est beaucoup plus courte. Je vais être du coup à la retraite plus rapidement enfin, je suis bientôt déjà à la retraite, donc c'est différemment. Après, moi, je me pose pas trop de questions. Je fais ce que j'aime, je gagne l'argent que je peux gagner, et puis voilà. Puis quels sont vos projets à l'heure actuelle, peut-être vous êtes encore actif effectivement dans les compétitions. Quels sont vos rêves, vos projets d'avenir? Mes projets d'avenir, c'est ma famille. Après, c'est sûr que du coup, j'ai fait une école dans l'événementiel, le SMS à Lausanne. Là, c'est cool, je suis intervenant où je donne aussi des cours où je peux parler justement tout l'aspect marketing d'un sportif. Et puis, qu'est-ce que c'est d'être un sportif professionnel. Et puis, j'aimerais me diriger dans l'événementiel. Je bosse aussi déjà pas mal avec le Supercross de Genève. J'ai organisé le Driving Freestyle Show justement pendant cette période de Covid où tous les événements étaient annulés. Et puis c'est en fait dans l'événementiel que j'ai envie de me diriger. C'est un domaine que je connais et puis que j'adore. Donc j'ai envie de rester
là-dedans. Comme ça, vous serez un peu un ambassadeur pour le sport aussi, pour ce sport-là en Suisse, j'imagine. Ben, j'espère, j'aimerais que ça soit de plus en plus populaire. On a pas mal de projets aussi avec Cobalt à Lausanne, où il y aura une piste de motocross avec des motos électriques qui vont être proposées à monsieur et madame tout le monde pour qu'ils puissent un peu avoir des bonnes sensations sur le deux roues, tout en sécurité. C'est ça, parce que finalement, c'est aussi important maintenant, la sécurité, on en parle tout le temps. C'est primordial, c'est sûr que la sécurité, je pense que c'est aussi ça qui freine pas mal de gens dans la pratique du sport, du motocross, c'est le risque. Mais après, si on le fait dans de bonnes conditions, on se rend compte que c'est pas beaucoup plus risqué que le reste. Après, je pense que c'est notre vie qui est risquée. La vie en général, dès qu'on prend la voiture, dès qu'on sort chez soi, il y a de toute façon un risque. C'est quoi ta manière d'évaluer le risque? Comment est-ce que tu fais pour dire « Ah, là, c'est trop risqué, là, ça n'avait pas... » La gestion du risque ou l'analyse du risque, ça, c'est toujours personnel. C'est un feeling qu'il faut avoir. Personne n'a la réponse exacte, mais c'est toujours quelque chose qu'on doit sentir. Et puis, tu apprends quand tu as été trop loin, que tu te blesses, c'est là que tu te rends compte que du coup, tu as pris trop de risques. Après, il y a des limites à ne pas franchir, effectivement, quand on se blesse. Voilà, il y a toujours des limites à ne pas franchir. Et puis, moi, la grosse gestion du risque et du stress, c'est l'entraînement. Il faut juste être préparé pour toutes les mauvaises situations que tu peux avoir. Puis après, il faut toujours garder à l'esprit que le risque zéro n'existe pas. Et puis même si tu as fait tout juste, même si tu as pris les bonnes décisions, il peut toujours... un accident, c'est un accident. Finalement, voilà, ça c'est une belle philosophie de vie qui vous vient du sport. Donc ça, dans ce sens-là, c'est intéressant que le sport peut permettre de pouvoir apprendre des choses comme ça sur soi-même et sur la vie en général, quoi. Mais après, la vie en général m'a aussi appris des choses. La vie est dure, elle peut être très cruelle, que ce soit dans le sport ou dans la vie normale. Il y a justement un jeune pilote de 19 ans, autrichien, qui avait gagné son premier Grand Prix de motocross, qui est décédé il y a une semaine dans une avalanche. Il venait de finir sa saison de cross et puis il s'amusait avec des copains à faire un autre sport et tout, et il lui arrive un truc comme ça. Je crois que la vie peut être horrible, et puis c'est sûr que les gens me voient comme un fou et qu'ils pensent que je prends beaucoup de risques. Ça fait aussi partie de mon image que j'ai, mais disons que tout est entraîné et tout est préparé pour limiter les risques. Et puis ça, c'est notre vie dans laquelle on vit. Ça comprend, quoi que tu fasses, toujours un risque. Très bien, Matrébo, on arrive gentiment au terme de cet entretien. On a l'habitude de finir avec une carte blanche pour nos invités. Voilà. Un moment qui vous est dédié pour raconter une anecdote ou ce qui vous intéresse à ce moment-là, ou ce que vous voulez en fait. Donc si vous voulez, c'est votre moment maintenant. Donc alors si j'ai carte blanche et puis que je peux dire ce que je veux, c'est une question assez difficile, mais une phrase que j'aime bien dire et que j'essaie tout le temps de me rappeler dans les moments difficiles, c'est qu'il faut s'amuser. Il faut s'amuser et le résultat suivra naturellement. Et puis je crois que c'est souvent dans les compétitions, quand la pression ou le risque et tout, et c'est difficile, je me dis souvent, amuse-toi juste, force pas, amuse-toi. Et puis généralement, si je m'amuse, le résultat arrive automatiquement.